Donc la deuxième partie de ton exposé, c'était et comment ça se passe en vrai, mais on va aller en voir encore plus vrai là maintenant, parce qu'on va observer ce qu'ont produit les réseaux défis depuis leur mise en place en 2010. Hein. Donc vous voyez quand même que ça fait quelques années que le sujet est travaillé. Hein. Florent parlait du début de l'essai ici 2007, les réseaux défis mis en place en 2010. Donc ça commence maintenant avec le recul à produire, on l'a vu là, et puis on va le constater là aussi maintenant, de solides références qui vont pouvoir maintenant se mettre en œuvre au travers des programmes qui ont été évoqués par Florent notamment, de démonstration. Donc les réseaux défis, Mathieu, qu'est-ce que c'est? Merci Didier. Donc, bonjour à tous. Moi, pour la prochaine présentation, je vais vous parler des réseaux défis. Et puis, donc, comment ils contribuent et participent à l'effort qui est engagé depuis un petit moment déjà sur la réduction des produits phytosanitaires. Des retours qu'on en a depuis maintenant 8 ans d'application des dispositifs. Et je vais reparler plus précisément de ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, à savoir les efforts qui ont été faits dans la filière viticole et en région Bourgogne. Donc simplement quelques éléments de rappel pour resituer un peu le cadre du dispositif. Défi, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout de la démonstration, de l'expérimentation et de la production de références pour des systèmes économes en phytosanitaire. C'est donc une action majeure du plan Ecophyto qui a donc été reconduite et renforcée dans le cadre du plan Ecophyto 2 2016 et qui constitue vraiment une action phare, une action forte de ce plan que vous connaissez tous et qui a très très bien marché d'ailleurs. En gros, hein, c'est des groupes de viticulteurs, d'agriculteurs qui sont volontairement engagés dans une démarche de réduction des produits phytosanitaires et qui vont permettre derrière d'expérimenter, de produire des références surtout, et démontrer qu'il est possible de faire autrement, avec notamment un petit peu moins de produits phytosanitaires. Donc voilà, ça c'était l'objectif initial, on va dire, au lancement du dispositif en 2011, même 2010 pour la phase test. Les objectifs ont un petit peu évolué aujourd'hui et dans le cadre de la reconduite du plan. Aujourd'hui, on est plutôt sur des aspects de transfert, de déploiement, de communication, et essayer de valoriser un petit peu ce qui s'est fait, les acquis qu'on a depuis le départ, et éprouver ces systèmes qu'on a dans l'objectif, encore une fois, de les déployer pour le reste de la profession. Deux mots également sur l'organisation du dispositif. C'est deux choses, en fait, deux dispositifs jumeaux. Le gros étant ce qu'on appelle le dispositif ferme, qui est en fait la partie développement, travail avec les viticulteurs du dispositif, où là on va essayer de travailler sur de la réduction d'usage, de valider donc techniquement, mais surtout aussi économiquement, des itinéraires, des systèmes de culture, collecter de la donnée aussi. Et donc on est en lien avec un autre dispositif qui lui s'appelle XP, où là on est sur des objectifs un petit peu différents, où on va essayer d'aller un petit peu plus loin, voire même jusqu'à la rupture, pour aller toujours plus loin dans la définition d'itinéraires un petit peu innovants et puis surtout moins consommateurs d'intrants. Donc vous le voyez, hein, c'est un dispositif qui est national, représenté donc sur tous les départements, voire même dans les dom-toms, et pour toutes les filières. Donc ça passe de la grande culture jusqu'aux cultures tropicales, donc arboriculture, maraîchage, horticulture, et donc bien sûr la viticulture. Donc pour le reste de la présentation, on va plutôt s'intéresser donc au dispositif qui nous intéresse, le dispositif ferme. Je ne l'ai pas dit, mais c'est 3000 fermes hein, au réseau national. C'est donc toutes filières confondues, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et quand même, il y a du monde de concerné. Donc pour la viticulture, au niveau national, on a 571 exploitations, ce qui représente quasiment 19% du total des filières engagées, pour 49 groupes fermes, qui sont animés par 49 ingénieurs réseau. Les ingénieurs réseau, c'est simplement les animateurs de ces groupements.
Voilà, donc vous voyez, répartis partout. Pour la région Bourgogne, et donc là, Bourgogne-Franche-Comté, vous le voyez, hein, on est bien répartis aussi. Donc ça, on a toutes les filières. Pour la filière viticulture qui nous intéresse plus précisément, en région Bourgogne, on a donc 4 réseaux. 3 qui sont portés par les chambres d'agriculture, Lyon, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Et il y a un 4e réseau qui a vu le jour plus récemment, porté par Bio-Bourgogne. Et puis donc un petit dernier réseau, un autre réseau dans le Jura. Donc en quelques chiffres, ça donne ça. Donc c'est 42 exploitations, donc 4 réseaux, je l'ai dit, 765 hectares concernés, donc c'est quand même pas rien. On est quand même sur une surface représentative et assez importante. On n'est plus sur de l'essai, là. On est vraiment dans une démarche de développement et puis de retour de ce qui se fait vraiment sur le terrain et par les viticulteurs. On a aussi l'appui de 3 lycées viticoles sur les 3 départements. Et puis, sur nos 42 exploitations, il y a 10 qui sont donc en maintien en conversion à l'agriculture biologique. Le réseau défi, c'est aussi et surtout une dynamique. Donc là, j'ai repris quelques chiffres sur les 3 années 2014, 2015, 2016. Donc c'est 35 réunions collectives, 18 journées techniques, donc des démonstrations, des visites d'essais, des journées techniques, des manifestations techniques, de la communication, bien sûr, avec des articles, des vidéos, des plaquettes, et puis des réunions un petit peu plus, larges, au grand public ou public institutionnel. Tout ça pour vous dire que les réseaux défis, ce n'est pas une coquille vide. Il y a des choses qui se font, beaucoup de choses qui se passent. Et c'est notamment cette dynamique-là qui est donc en marche depuis le départ, qui permet d'arriver là où on est aujourd'hui, à savoir un dispositif qui fonctionne et qui est reconduit et qui permet d'avoir une vraie dynamique sur la région et plus localement. Alors, au niveau de l'animation des groupes, c'est des choses qui paraissent évidentes aujourd'hui en 2018. Ça l'était beaucoup moins au départ, 8 ou 9 ans en arrière. On a vraiment un changement de posture, de l'animateur, puisque c'est vraiment le viticulteur qui est mis au centre des réflexions et qui est acteur et moteur de son propre changement, en fait. Donc on n'est plus sur un système classique technicien, un problème, une solution, tel produit, tel matériel. On est vraiment sur des réflexions beaucoup plus de co-construction. Donc encore une fois, c'est des choses qui sont évidentes aujourd'hui, mais qui n'étaient pas forcément au départ. Et donc le réseau défi a largement contribué à la validation et au déploiement de ces méthodes d'animation. L'idée, l'objectif, c'est bien de faire émerger des idées et des solutions donc, par les viticulteurs, par le groupe eux-mêmes. On ne va pas apporter la solution technique directement, mais l'idée, c'est de faire émerger, comme on le voit aujourd'hui classiquement sur de l'animation GI2O, ce genre de choses. Toujours sur les méthodes d'accompagnement, alors je l'ai resynthétisé comme ça, mais on a plusieurs échelles. La première, elle est bien sûr individuelle, avec la définition ce qu'on appelle un point zéro, un diagnostic d'entrée dans le réseau. La construction d'un schéma décisionnel et d'un bilan de campagne, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Donc, bien sûr, un accompagnement individuel, du collectif derrière. Alors, ça peut être des réunions en salle, ça peut être des réunions de terrain, bout de champ, manifestations techniques. On aura plutôt des aspects de co-construction qui vont être mis en œuvre. Et puis, un troisième point que j'ai mis un petit peu plus en retrait, on va dire, ou en toile de fond, c'est des aspects de transversalité où on va, dans la mesure du possible, essayer de favoriser un maximum d'échanges et de connexions
et de facilitation, hein, puisque le rôle d'animateur, il est vraiment là, c'est de faire le lien, faire en sorte que la mayonnaise prenne entre ce réseau et puis au sein de voilà, en inter-réseau également, toujours dans l'idée d'avoir derrière des références et d'insuffler un changement, un transfert et de la communication. Donc l'animation, elle est vraiment basée sur une approche qui, je l'ai dit, hein, mais je reviens dessus, sur une approche globale, une approche système, où l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale de l'exploitation, donc avec des objectifs clairement identifiés de production ou de protection sanitaire, puis de savoir un petit peu donc, quels sont les atouts, les contraintes de l'exploitation, et quelle marge de manœuvre on va pouvoir activer pour aller dans le bon sens et puis provoquer du changement de manière durable. Donc pour ça, on a plusieurs outils, hein, qu'on met en œuvre au quotidien. On a bien sûr le suivi du projet individuel, où là, c'est classiquement du conseil individuel, du suivi de parcelles en campagne, ou voilà, des réponses ponctuelles en direct avec l'agriculteur ou le viticulteur. Des aspects, c'est peut-être l'aspect le plus important, mais co-construction, où là, on prévoit un temps vraiment, alors le plus souvent en salle, hein, où on fait réfléchir les viticulteurs et les agriculteurs entre eux, et on essaye un maximum de créer de l'échange et de faire émerger des retours d'expérience, des idées, pour valider quelque chose de pair à pair, en fait. Donc c'est vraiment ce qui marche le mieux, et c'est ce qui fonctionne le plus dans la démarche de changement. D'autres aspects aussi, d'autres outils qu'on utilise. Donc le bilan de campagne. Le bilan de campagne, c'est simplement un rendez-vous qu'on prévoit plutôt en morte saison, dans l'hiver, où on fait le point, en fait. On fait le point donc, sur la campagne passée, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, les qualités, les résultats de protection. Enfin voilà, on fait vraiment le point sur ce qui s'est fait, et on essaie d'avoir une vision peut-être un petit peu plus prospective sur l'année qui suit. Mais c'est vraiment là, un temps de pause dans l'hiver pour essayer de savoir un petit peu ce qui se passe, où on en est, et avoir une vision à plus ou moins à long terme pour recadrer éventuellement et puis permettre aux viticulteurs de se poser et puis de réfléchir un petit peu à ce qu'il fait. On a autre chose, c'est le schéma décisionnel. Donc là, j'en ai mis un exemple, on y reviendra peut-être aussi dessus un peu plus tard. Le schéma décisionnel, c'est une frise, hein, comme vous voyez. C'est une frise qui reprend, pareil, hein, d'une manière un peu globale, ce qui est fait sur l'exploitation. On affiche toujours derrière les objectifs, l'exploitation, encore une fois, les objectifs de production, mais aussi son degré de tolérance ou son degré de maîtrise attendu sur la protection des cultures. Et puis, voilà, on essaye de savoir un peu où on en est, quel levier on a activé, quel levier il nous reste à activer pour faire avancer les choses. Et puis, le projet collectif. Donc, le projet collectif, il est propre à chaque réseau. Donc, il y a 4 projets collectifs en Bourgogne, si tout le monde suit bien. Là, l'idée, c'est de faire en sorte d'adhérer le groupe à quelque chose qui les motive et qui les intéresse tous. Par exemple, donc ça peut être des choses très techniques, hein, les engrais verts, la fertilité des sols, la pulvée. Par exemple, dans Lyon, je crois qu'ils ont un point sur les calendriers sans CMR, les calendriers de traitement sans CMR. Donc là, on est complètement dans le cadre de la charte. Ça peut être des choses qui sont aussi beaucoup, beaucoup plus transversales, les aspects communication, viticulture durable. Enfin, voilà, ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, chaque réseau a son projet collectif qui permet d'entretenir cette dynamique et de créer du lien. Donc tout ça, c'est des outils qu'on met en œuvre, nous, au quotidien pour l'animation des groupes. Et puis, bien sûr, des échanges, des découvertes au travers de journées techniques. Donc, généralement, il y en a 3, 4, 5 qui se font par an. Des voyages d'études aussi, parfois loin, où on essaye d'emmener les groupes
et puis voilà, de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se fait plus localement. Alors là, vous avez une carte des différents groupements de viticulteurs qui travaillent sur de la réduction de produits phytosanitaires. Donc on retrouve nos 5 réseaux défis en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis donc on a à côté 2 autres groupements, donc des groupes Ferme 30 000. Donc il y en a un en Côte-Chalonnaise, à la Cave des Vignerons de Buxy, où là on a un projet qui est engagé autour de la voie verte et de la réduction des produits phytosanitaires. Et puis un autre projet dans le Jura autour des alternatives au cuivre et des diminutions de doses. Et puis à côté on a une autre structure en fait, mais un autre groupement qui réfléchit et qui fonctionne un petit peu de la même manière sur l'UNI, qui s'appelle le GI2E Beautiful Terroir, où là, en fait, l'idée, c'est de créer une structure dédiée pour lesquelles les viticulteurs intéressés peuvent convertir une partie de leur exploitation en bio et puis créer donc une cuvée spécialement en bio. Donc tout ça, c'est ce qui est présent dans la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est des appuis, hein, c'est vraiment des groupements qui vont permettre derrière de déployer ce qu'on sait déjà dans Défi aujourd'hui, après 8 ans d'expérience. Et puis c'est ce qui va permettre derrière de déployer un petit peu tout ce qu'on sait. 2 mots sur le transfert également et le déploiement. Je l'ai dit, hein, un des gros objectifs quand même de Défi, c'est de produire de la référence, c'est de collecter de la donnée. Et c'est aussi un point qui est très important pour nous en tant qu'IR, parce que ça nous prend énormément de temps. Et donc on a un outil qui est central, qui est Agrosys, qui va permettre le recueil de toutes ces données. L'idée, hein, Défi, c'est pas que d'aller toujours plus loin dans la réduction. Hein, l'idée, c'est pas de se retrouver en décalage avec le reste de la profession et le reste de ce qui se fait chez les voisins. C'est aussi de collecter ce qui marche, dans l'optique, encore une fois, de le transférer. Et puis Agrosys, c'est aussi, on va se cacher, mais c'est aussi un moyen de parler de la même chose, d'avoir un langage commun interfilière, parce que je le rappelle, le dispositif est interfilière et c'est parfois pas simple de parler de réduction entre la grande culture et puis la viticulture. Donc on essaye de faire en sorte d'avoir un discours qui soit commun, qui soit simple pour parler des mêmes choses, malgré les différences interfilières. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on arrive à faire au bout de ces 8 ans? Donc en 2016, donc je le rappelle, 2016, année historique en termes de pression, en région Bourgogne, on arrive quand même à réduire de 15% de l'IFT, donc je ne reviens pas dessus, sur l'IFT, on en a parlé, ce qui est quand même pas rien. En 2016, c'était quand même un sacré challenge. Donc, volontairement, là, j'ai mis les autres régions à côté. Alors, c'est un graphique qui... Ce que vous avez là, ce n'est pas forcément représentatif de la ferme France. C'est-à-dire que toutes les régions qu'on a, elles ont leur propre référence. Nous, on a une référence locale à 18,42 en IFT. Donc, on arrive à réduire de 15% par rapport à cette référence locale. Ce qu'il est important de retenir, peu importe que la Bourgogne soit 5e ou 4e ou 1re, puisque voilà, c'est pas représentatif. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il est possible de réduire, même en année très compliquée. Donc, s'il y a une diapo à retenir, c'est celle-ci. Voilà, donc on va pas s'éterniser dessus, mais c'est très significatif. Donc là, ce que vous avez là, c'est la répartition donc, des IFT annuels de 2011 à 2017. Donc, encore une fois, c'est des résultats de 42 exploitations, région Bourgogne. C'est pas rien. Au-dessus, vous avez là en rose la référence Ecophyto donc de 1842. Donc, on le voit, ça peut être un petit peu trompeur comme ça, mais il y a des effets millésimes, comme l'a clairement expliqué Florent. Il y a des effets millésimes, certes, sauf qu'on se rend compte quand même qu'au bout de 7 ans, quand on fait la moyenne,
on a une réduction significative. On est à moins 25% hein, de la référence éco-phyto. Donc c'est un petit peu en ça que les groupes défis prennent de l'avance, parce qu'on est déjà en 2018, hein, donc à moins 25%, quand on a un objectif, hein, je le rappelle, le plan éco-phyto de réduction à moins 25% à l'horizon 2020 et moins 50% à l'horizon 2025. Donc on y est, hein, on y est déjà. Hein. On y est déjà. Donc voilà, c'est quand même pas rien. C'est des données qui sont issues donc, des bilans de campagne annuels en Bourgogne, je le rappelle. Une autre diapositive aussi par rapport à la maîtrise de la pression qu'on a. Donc là, ce que vous avez, c'est une répartition des degrés de maîtrise. Donc ce qu'on a en vert, c'est aucun symptôme. Ce qu'on a un petit peu plus en jaune, c'est voilà, une faible présence sur feuille ou sur grappe, mais sans incidence, ou alors une très faible incidence sur le rendement. En orange, c'est donc une présence sur feuille sur grappe avec des dégâts plus importants ou des dommages plus importants sur le rendement. Et puis là, carrément, une perte économique qui va impacter fortement l'exploitation. Donc on voit hein, sur toutes les maladies fongiques ou même quelques ravageurs, on a quand même un degré, ça c'est encore 2016, hein, on a quand même un degré de maîtrise qui est très très important. Donc on a de la réduction certes, mais ça ne veut pas dire derrière qu'on va à la casse. On a, sur mildio-idiome, on a des très très bons résultats. Ce que vous voyez là en rouge, où on a clairement une perte économique, ce n'est pas propre à défi. Hein. 2016, ça a été catastrophique pour tout le monde et malheureusement surtout pour les bio. Donc ça, c'est pas propre à la réduction, j'ai envie de dire. Donc voilà, un niveau de maîtrise qui est quand même important malgré des réductions significatives je le rappelle, moins 15%. Là, c'était une diapositive pour vous rappeler les différents leviers qui sont activés, donc soit pour la gestion des maladies, soit pour la gestion des adventices. Peu importe hein, les leviers mis en œuvre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des acquis, on a des retours d'expérience qui sont solides et encore une fois validés économiquement et techniquement, et puis qui sont souvent mis en œuvre de manière complémentaire pour arriver à atteindre cette réduction observée. Donc voilà, après, je ne reviens pas plus précisément hein, sur les leviers, mais on retrouve les choses hein, que Florent a expliquées sur de la modulation de dose via les appareils de traitement, des mesures prophylactiques, tout un tas de choses. Sur la partie entretien des sols, herbicides, on a quand même une grosse partie des herbages mécaniques, mais on a aussi d'autres choses qui viennent intervenir, tout ça hein, de manière complémentaire. Et puis, donc, alors ça, c'est les résultats du groupe Saône-et-Loire, puisque c'était... Là, on réduit un petit peu l'échelle, mais on pourra avoir les mêmes résultats en Côte d'Or ou dans Lyon, hein, c'est exactement la même chose. Là, c'était pour vous montrer que, certes, on a des effets millésimes, hein, on le voit toujours, mais on a aussi une réduction par rapport à ce qui se fait sur la moyenne départementale ou chez le voisin. On a quand même une réduction significative, hein, on a quand même toujours ce petit écart. Donc oui, il y a des effets millésimes, mais oui, il y a surtout un écart qui est observé annuellement. Donc ce n'est pas qu'une hérésie de dire ça. Voilà. Je vous avais simplement mis un exemple du schéma décisionnel. Donc ça, c'est le schéma décisionnel d'un viticulteur pour lequel on va avoir un témoignage juste après, là. Simplement pour vous montrer comment on peut activer ou mettre en œuvre plusieurs choses pour avoir ces réductions. Donc on a des leviers sur des méthodes alternatives, mais aussi des leviers sur ce qui se fait en chimie, bien sûr. Je ne rentre pas plus dans le détail. Je vais laisser parler le viticulteur. Donc on a choisi de faire un témoignage vidéo plutôt qu'un témoignage face à face directement pour que ce soit un petit peu plus vivant.
Donc, ce qu'on va voir là, c'est le témoignage d'un viticulteur sur la commune de Crusilles, donc membre du réseau Saône-et-Loire, qui va nous parler un petit peu de sa vision et de son expérience au sein de Défi depuis 8 ans maintenant. Daniel Chevenet, j'habite la commune de Crusilles, je suis viticulteur depuis 1987, donc j'exploite actuellement 13 hectares de vignes avec mon épouse et un salarié. Je suis donc en appellation Mâcon Village principalement, sur Chardonnay, un peu de Crémant. Et j'ai les appellations Bourgogne Rouge avec du Pinot et un peu de Mâcon Crusilles Rouge en gamay. Depuis 1993, je suis en lutte raisonnée et ayant fait déjà beaucoup de réductions suite à ça, puisque depuis 2003 en l'occurrence, nous ne faisions plus de traitement acaricide et insecticide. Nous avions déjà réduit facilement de 25 à 30% en quelques années, en une dizaine d'années. Je suis rentré dans le réseau Défi dès le départ. Ce qui ça m'a apporté surtout, c'est de l'enrichissement, d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres collègues qui travaillent aussi chacun de leur manière à des pratiques. Donc il y en a certains qui sont en bio carrément. C'est cet enrichissement qui m'intéresse moi. Puisque ça permet de se poser des questions et de modifier quelquefois son mode de travail. En l'occurrence, actuellement, je me pose des questions moi, pour les feuillages que je souhaiterais mettre un peu en place sur mon exploitation, puisque ça me permettrait de ne plus faire de traitement antibotrytis, que je fais un petit peu sur une petite partie de mon exploitation, et ce qui me permettrait d'améliorer certains traitements fongicides. Alors les leviers que j'ai mis en place principalement, c'est la réduction de dose, puisque en l'occurrence pour le mildiou, j'ai réduit tous mes traitements de 30% et de 10 à 20% contre l'odium. Autre élément, c'est que j'ai 2,5 hectares de mon parcellaire qui est en labour total, donc qui depuis plus de 10 ans n'a pas vu un gramme de désherbant. Occasionnellement, dès que je le peux, je passe d'autres parcelles en travail du sol sous le rang, puisque le reste de mon exploitation est enherbé en interrang. Mais quand c'est possible, je fais du travail du sol sous le rang. Donc en 2018, par rapport au début, j'ai continué simplement de faire ce que je faisais et d'améliorer ce que je faisais, puisque le réseau Défi m'a permis aussi de contrôler régulièrement mon appareil de traitement. Donc je sais que quand je pars pour faire du travail de qualité. Je règle tous les ans mon appareil en début de campagne. Et ça, comme ça me permet d'être sûr de la qualité de mon traitement. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Des voyages d'études qui nous ont permis aussi, enfin qui m'a permis moi de connaître d'autres régions et entre autres de visiter l'INRA de Colmar, qui était un voyage très intéressant puisque on a pu débattre de la possibilité des futurs plants qui sont résistants aux maladies. Bon, on sait que ça ne sera pas du 100%, mais c'est une approche qui peut être très intéressante pour réduire les phytosanitaires. Je dirais qu'il faut qu'on communique. Le travail que nous faisons tous les jours dans nos vignes, il est actuellement pas reconnu par nos concitoyens. On voit les problèmes qu'il y a dans certains villages avec les traitements phytosanitaires. Et c'est vrai que si on peut communiquer là-dessus et apporter des preuves aux citadins ou
même dans les petits villages, que nous travaillons avec soin et que si nous faisons des traitements phytosanitaires, c'est pas le plaisir, c'est parce que c'est une nécessité pour pouvoir avoir une récolte. Voilà, c'est très important de pouvoir communiquer là-dessus. Étant à la cave de Luny, nous avons mis en place une exploitation à l'intérieur de la cave pour mettre que quelques viticulteurs puissent mettre des parcelles en bio. Et j'en fais partie. La parcelle qui est à côté de nous, justement, passe en bio dès cette campagne. C'est une des démarches que je mets en place aussi pour valoriser un petit peu cette image de viticulteur raisonné et raisonnable vis-à-vis de nos concitoyens pour qu'ils aient la preuve que nous sommes des viticulteurs mais pas des pollueurs. Je vais simplement terminer en conclusion, pour redire voilà, ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, mais le réseau défi il a bien deux objectifs. Hein. L'idée, c'est bien de valider des stratégies qui sont fiables et qui sont économiquement viables pour les exploitations. Et puis surtout derrière, aujourd'hui, de transférer ce qu'on sait déjà et de déployer ces stratégies maintenant. Défi, c'est aussi la validation des méthodes d'accompagnement. Donc je ne reviens pas dessus, mais peut-être le changement de posture et l'approche système, qui sont des aspects vraiment importants aujourd'hui dans l'animation des groupements. Réduire, c'est possible, donc, même en année compliquée, on l'a vu. Donc ce n'est pas qu'une hérésie, ça permet quand même de balayer tous les résultats qu'on a là sur les 570, 580 hectares engagés. C'est quand même une preuve significative que voilà, on arrive à faire quand même des réductions dans les exploitations. Et puis surtout aussi, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Hein. Daniel en a parlé un petit peu sur son cas, mais il y a pas mal de choses qui restent à découvrir et qui restent à mettre en place sur les exploitations, que ce soit de la pulvée confinée, des cépages résistants, même des aspects beaucoup plus, on va dire, lointains, type drone ou imagerie, ce genre de choses. Donc il y a encore tout un tas de choses à faire et à développer auprès des exploitations. Et puis il y a aussi à continuer de travailler sur l'évolution des mentalités, puisque c'est aussi ça le réseau défi, voilà, de faire un petit peu bouger les curseurs sur cet aspect-là et pour continuer ce qu'on est en train de faire et puis ancrer durablement ces pratiques pour l'avenir. Voilà. Je vous remercie.